Now watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update sur l'affaire Justin Baldoni-Blake Lively. Oui déjà, parce que la dernière fois, je vous ai annoncé une mauvaise nouvelle, donc la plainte de Justin contre Blake Lively, Ryan Reynolds et compagnie et New York Times a été rejetée par le juge, mais il y a vite eu du nouveau. Donc, je reprends notre format podcast concernant cette affaire. Comme je vous disais donc, le 9 juin, on a donc ce juge Lewis G. Liman qui a donc accordé des requêtes visant à rejeter à la fois la contre-poursuite des 400 millions de dollars contre Blake Lively et Ryan Reynolds, voilà, on a compris. Du coup, l'avocat de Justin Baldoni a expliqué comment Justin avait réagi à l'annonce du rejet de sa plainte. Brian Friedman, donc l'avocat. Donc voici ce qu'il a déclaré. Quelle a été la réaction de Justin? La même que la mienne, à savoir, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je pense que c'est quelqu'un qui veut être justifié et c'est tout ce qui l'intéresse. Il sait qui il est, il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il n'a pas fait et il veut que la vérité éclate et il veut que cela se fasse de manière appropriée. Il attend son jour au tribunal où il pourra dire la vérité. L'année prochaine, 2026, mars 2026. On n'est pas encore rendu, les amis. Il a également déclaré ne pas être satisfait de la décision du juge du 9 juin dernier, donc de rejeter cette contre-plainte. Et il dit que la bataille est loin d'être terminée. Alors, tout en maintenant son point de vue selon lesquels les accusations de harcèlement S et de représailles de Blake contre Justin et les parties prenantes, donc des studios Wayfarer, sont totalement fausses, Brian Friedman a affirmé que Blake avait peur de la vérité. La vérité sera révélée par les dépositions et c'est la prochaine étape. Nous allons poursuivre l'affaire et démontrer qu'il n'y a pas eu de harcèlement S ni de campagne de diffamation. C'est aussi simple que ça. C'est regrettable d'être accusé à tort. Le 9 juin, l'avocat de Blake Lively, Mike Gottlieb, a déclaré à CNN que Blake était déterminé à aller jusqu'au bout de ses accusations et à les poursuivre afin que les responsabilités soient rendues pleinement et publiquement pour ce qui lui est arrivé. Je pense que ce message d'aujourd'hui est un avertissement. Ces poursuites en représailles, qui visent en réalité à faire taire et à punir ceux qui dénoncent, ne fonctionneront pas. Elles ne fonctionneront pas, elles ne seront pas tolérées par notre système judiciaire et elles n'aboutiront pas. Je pense que c'est un message important pour ceux qui souhaitent dénoncer les mauvais traitements qu'ils pourraient subir sur leur lieu de travail. Brian Friedman, de son côté, a affirmé dans sa déclaration que les allégations de Blake ne sont pas plus vraies aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, et avec les faits en leur faveur, ils avanceront avec la même confiance que lorsque Blake et ses complices ont engagé cette action et ils attendent avec impatience la prochaine déposition. Il est chaud. Alors les avocats de Blake, Gottlieb et Hudson ont publié une déclaration complémentaire le 10 juin en disant « Aucune manipulation, fanfaronnade ou comptabilité créative de la part de l'équipe juridique de Baldoni ne changera la réalité embarrassante qui les frappe. Le projet de poursuivre Blake et sa famille jusqu'à l'oubli est un échec total. » La déclaration de la victoire prévisible de Blake Lively et de son équipe est fausse, rétorque Brian Friedman. Soyons donc clairs sur la dernière décision. Bien que le tribunal ait rejeté les plaintes pour diffamation, il nous a invités, le juge, à modifier 4 des 7 plaintes contre Madame Lively, ce qui permettra de présenter des preuves supplémentaires et d'affiner les allégations. Cette affaire porte sur de fausses accusations de harcèlement S et de représailles, ainsi que sur une campagne de diffamation inexistante que l'équipe de Blake Lively qualifie opportunément d'intraçable, faute de pouvoir prouver ce qui ne s'est jamais produit. Et il poursuit, Brian Friedman. Plus important encore, nous sommes reconnaissants du soutien spontané du public et du dévouement de la communauté des détectives d'Internet qui continue de couvrir l'affaire avec discernement et intégrité. Et là, donc quelques jours après ça, le 18 juin, on apprend que les textos entre Blake Lively et Taylor Swift ne resteront pas confidentiels. Ça, c'est un coup dur pour Blake. Donc, le juge Liman a rejeté la requête des avocats de Blake Lively visant à obtenir une ordonnance de protection concernant les conversations numériques
entre Blake et Taylor Swift. Donc malgré les efforts sérieux des avocats de Blake, la correspondance privée entre Blake Lively et sa copine superstar Taylor Swift concernant les événements survenus lors du tournage mouvementé de Jamais plus, ainsi que les batailles juridiques qui ont suivi avec sa co-star Justin Baldoni, ne resteront pas aussi confidentielles que Blake l'espérait. Dans une décision brève mais tranchée, rendu public à ce jour, donc le 18 juin, moins d'un an avant l'ouverture du procès le 9 mars 2026, ce que je vous disais, le juge Lewis Gilliman a rejeté la requête de l'avocat de Blake visant à obtenir une ordonnance de protection concernant les conversations numériques de Swift et Lively. Donc qualifiant ces messages de pertinents pour l'affaire, que Blake a rendu public pour la première fois le 20 décembre lors de sa plainte déposée auprès du département des droits civiques de Californie et devant un tribunal fédéral la veille du Nouvel An, le juge Liman s'est concentré sur l'affaire en question. Blake Lively elle-même a identifié Taylor Swift comme quelqu'un susceptible d'avoir connaissance de plaintes ou de discussions concernant l'environnement de travail sur le tournage de Jamais plus, a écrit le juge, soulignant la longue amitié que le duo partage et les caméos de Taylor dans cette situation tentaculaire. Je recite le juge. Étant donné que Blake Lively a déclaré que Taylor Swift avait connaissance de plaintes ou de discussions sur l'environnement de travail sur le film, entre autres questions, les demandes de messages avec Taylor Swift concernant le film et cette action sont raisonnablement conçues pour découvrir des informations qui prouveraient ou réfuteraient les allégations de harcèlement et de représailles de Blake Lively. Donc, cette ordonnance constitue une victoire incontestable pour Justin. Elle permet à Brian Friedman, son avocat, et aux autres avocats de Justin, ainsi que son entourage, Wayfarer, tout ça, de prendre connaissance des échanges entre Blake Lively et Taylor Swift au sujet de Jamais plus et des conséquences de la manipulation psychologique dont l'actrice aurait été douloureusement victime l'été dernier au moment de la première du film distribué par Sony. Étant donné que les parties Blake Lively n'ont pas démontré que l'information était dénuée de pertinence ou que sa production serait excessivement contraignante, l'allégation selon laquelle les parties Wayfarer auraient dramatisé la demande dans la presse ne justifie pas une ordonnance de protection interdisant la production de documents pertinents, a déclaré le juge. La requête de Blake Lively en vue d'une ordonnance de protection est rejetée. Alléluia. Par contre, je ne sais pas si on pourra les voir. Voilà. Il a limité quand même la portée de ce que l'équipe de Justin pouvait examiner en leur rappelant de ne même pas penser à une fuite des communications demandées à la presse. Donc il a clairement désapprouvé, le juge, la dissimulation des textes, courriels et autres documents de Taylor et de Lively. Ça, c'est cool pour Justin, mais du coup, nous, on pourra peut-être rien voir. Donc, l'équipe de Blake Lively est venue chouiner, naturellement. Voici ce qu'ils ont publié. Justin Baldoni et les parties Wayfarer ont exigé l'accès aux communications privées de Taylor Swift, bien qu'ils aient déjà demandé, puis retiré une assignation à comparaître. Oui, Taylor Swift devait être assignée à comparaître. Finalement, l'équipe de Justin a décidé que non, c'est bon, on laisse tomber. Soi-disant, les bruits de couloir, parce que Taylor leur aurait fourni des infos. Il y a un qui le prouve, c'est le bruit qui court. Bon, en tout cas, elle est quand même ramenée dans l'histoire indirectement, puisque c'est ces textos qui sont assignés à comparaître. Donc la volonté de Justin Baldoni d'entraîner Taylor Swift, toujours les avocats de Blake qui parlent, dans cette affaire est constante depuis août 2024. Nous continuerons de dénoncer les efforts incessants de Justin pour exploiter la popularité de Madame Taylor Swift, qui depuis le premier jour n'a été qu'une diversion face aux graves accusations de harcèlement S et de représailles auxquelles lui et les parties Wayfarer sont confrontés. Et c'est pas tout. Les détectives du net ont encore trouvé un truc qui peut changer quand même quelque chose. On revient à ce que je disais au début, la plainte contre le New York Times a plu. En fait, Justin essayait de prouver que le New York Times avait travaillé avec Blake et que c'était pas uniquement genre Blake qui avait donné sa plainte au New York Times et que le New York Times avait étudié la plainte et balancé leur article. Justin avait voulu montrer qu'ils avaient travaillé en amont avec Blake pour pondre cet article et qu'en plus on n'avait même pas pris en compte ce qu'il avait dit, que tout ça c'était faux. New York Times a toujours dit mais non, on a juste reçu la plainte de Blake, on l'a étudiée, on l'a postée. En fouillant, les détectives net donc sont retombés sur une interview datant de décembre
2024, le 23. D'accord? Cet article-là, il y a la retranscription d'une interview d'un journaliste, Ari Shapiro. Il interviewe en fait la journaliste du New York Times qui a balancé l'article On peut enterrer n'importe qui. Donc il interviewe la journaliste du New York Times. Et l'interview le 23 décembre. Bon, je vais pas vous lire toute l'interview parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe un peu plus bas. On a donc ce journaliste Ari Shapiro qui demande à Madame Towie, Megan Towie, ce n'est pas seulement le mécanisme de fonctionnement de cette machine, c'est aussi le fait qu'elle soit née d'une allégation de harcèlement S et qu'elle soit entièrement fondée sur un déséquilibre entre les sexes sur le plateau selon Blake Lively. Et là, on a Megan Towie qui a interviewé et qui répond « Oui, c'est tout à fait exact. Et elle m'a dit, donc Blake, écoutez, ce n'était pas la pire expérience que j'ai vécue à Hollywood. J'ai même connu des comportements bien pires. Vous savez, j'ai parlé parce que je voulais parler et je pensais l'avoir fait et je n'ai jamais eu l'intention d'en parler ni de rendre publiques mes accusations. » Fin de citation de Blake. Meghan poursuit. Et donc, voir ce qui s'est passé ensuite et vivre ce qu'elle allègue maintenant comme étant une campagne de représailles totales m'a semblé à bien des égards bien plus sinistre que les comportements sous-jacents. C'était vraiment intéressant d'observer ces messages dans la plainte, comme celui de Melissa Nathan, la responsable de cette campagne, qui échangeait avec une autre attachée de presse. Elle remerciait leur succès, donc elle parle de Jennifer Abel, elle remerciait leur succès, l'évolution du débat en ligne et l'ampleur des réactions négatives envers Blake Lively dans ce contexte. Blablabla. Mais là, si vous voulez, ce qui est très intéressant dans ce qu'elle vient de dire, c'est que elle répond aux journalistes, oui, c'est tout à fait exact, et elle dit que Blake Lively lui a parlé. Elle dit, écoutez, ce n'était pas la pire expérience que j'ai vécue à Hollywood. Les mots sont importants. Selon cette journaliste, Blake lui a dit. C'est qu'elles ont parlé. Or, le New York Times a toujours dit qu'ils ne s'étaient pas entretenus avec Blake, qu'ils avaient reçu la plainte, qu'ils l'avaient étudiée et qu'ils l'avaient postée. Ils avaient posté leur article. Et ça, ce tout petit, et elle m'a dit, and she said, en plus l'interview date du 23, la plainte de Blake c'était le 20. Donc 3 jours après, la journaliste qui a publié l'article sur le New York Times se grille en fait. Elle dit qu'elle a parlé avec Blake. Et ça, c'est un détail, comme je vous dis, qui peut changer pas mal de choses. Reste à voir comment les avocats de Justin vont exploiter ça et si ça va passer, mais là il y a un mensonge. Voilà, un petit détail, mais qui dans tout ce barda là, quand même il y a des mythos là, donc qu'est-ce qui se passe à New York Times? Vous n'êtes pas sincère. Donc est-ce qu'on peut remettre la plainte contre vous au goût du jour? C'est intéressant, c'est intéressant. De toute façon, je vais vous dire un truc les amis, quand on ment, quand on pipote, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle mettra plus de temps à arriver, mais elle arrivera. Donc les gens qui nous ont sorti la flûte de Pan, là, qui ont mitonné, etc., moi je vous dis un jour on saura. Et ils commencent à se griller. Ils sont grillés même déjà d'avant, parce que c'est du 23 décembre. Mais tant que les internautes cherchent, il y a des trucs qui ressortent. Je suis, comme je vous disais, un peu en commentaire, oui, je suis dégoûtée pour Justin parce que moi, je crois vraiment pas que ce mec-là, il a fait quoi que ce soit à Blake. Je vous l'ai dit, voilà, j'assume mon parti pris complètement. Comme certains aussi ont pu me dire, oui, il avait l'air lourd quand même dans les messages. Moi, je trouve que c'est Blake qui avait l'air très lourde. Elle fait quand même des sous-entendus. Moi, j'ai l'impression que Justin, il s'écrase. Je vous l'ai dit, pour moi, il s'est mis ventre à terre face à elle. Il n'aurait pas dû. Et du coup, on voit que Blake et Ryan, ils ont copiné de manière un peu bizarre, quoi. Je trouve que c'est eux les lourdingues dans les messages qu'ils ont pu envoyer à Justin. Bref. Mais je pense donc, comme je vous disais, pas que Justin, il ait fait quoi que ce soit de mal à Blake. Au contraire, elle, par contre, elle lui a... Voilà. Mais... il a quand même gagné l'opinion publique. Ce qui est inquiétant, c'est que là, sa thune, elle est en train de flamber, que ses projets sont mis en stand-by alors que Blake a continué à parader, etc. Ça, par contre, ça me donne envie de vomir. Je vous le cache pas. Parce que même si la majorité des gens sont du côté de Justin, il n'empêche que lui, côté boulot, il n'y a plus rien. Et Blake, voilà, pour elle, ça a l'air d'aller, quoi. C'est ça qui me dégoûte un peu. Donc, j'espère sincèrement que l'industrie va se rendre compte quand même de ça. Mais... l'industrie, vous savez, maintenant, dès qu'il y a une accusation de harcèlement, de quoi qu'est-ce, ils cancellent direct. Avant même que la personne soit jugée ou reconnue innocente ou coupable ou quoi, ils cancellent. Pas toujours, vous me direz, mais généralement, ils cancellent. Donc là, pour l'instant, Justin est cancel. Et s'il arrive à prouver son innocence
pas avant mars 2026, il fera pas de thunes. Donc là, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué s'il bosse pas. C'est ça qui me fait mal pour lui en fait. Les 3/4 des gens savent, ils sont de son côté. Il veut quand même laver son nom officiellement, je comprends. Mais l'argent, il rentre comment là? Ça coûte cher tout ça, les procédures d'avocats et tout. Alors oui, il a son associé qui est milliardaire, mais je pense pas non plus que l'associé, il lui donne comme ça, quoi. Là, ça devient compliqué. Sa boîte, Wayfarer, j'espère qu'il devra pas mettre la clé sous la porte, quoi. C'est ça le plus triste. Ouais, les amis, écoutez, je vous retrouve prochainement pour d'autres aventures, hein, d'autres avancées dans cette affaire. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.